Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Nous nous intéressons ce soir à la santé mentale. Nous parlons de bipolarité, une des maladies les plus fréquentes en psychiatrie, puisqu'elle touche à peu près 2% de la population mondiale. Elle se manifeste par de troubles de l'humeur qui sont caractérisés par l'alternance de phases de dépression et des phases d'exaltation. Les répercussions sociales, familiales et professionnelles de cette maladie sont sévères, d'autant qu'elle est souvent diagnostiquée tardivement. Comment reconnaître un trouble bipolaire? Quels sont les traitements proposés? En quoi l'hygiène de vie est-elle aussi importante que l'accompagnement psychologique? Des questions qu'on posera ce soir à mes invités. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Mayem Baresh. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes témoin, vous vivez avec une bipolarité depuis l'âge de 20 ans. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner gentiment dans cette émission. Oui, c'est mon but. Donc, Marhaba bik. Merci. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Nedjari Mohamed. Vous êtes psychiatre, chef de service à Drit Hussein. Bonsoir. Exact, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Benhamouda Mesouda. Vous êtes psychiatre à l'EHS Cheraga. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir une habituée de l'émission, Sabrina Moukran. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Bonsoir. Bonsoir Sarah, merci pour l'invitation. Merci à tous de venir parler de cette thématique qui, à mon avis, n'est pas assez évoquée dans les médias et pourtant elle touche beaucoup de monde. Je disais à l'instant à Myriam, merci de venir casser un grand tabou en acceptant de venir parler de votre parcours, de votre trouble. Vous me disiez en préparant cette émission qu'il était très important pour vous d'être là ce soir. Oui, pourquoi? bien sûr. C'est premièrement de briser le tabou et aussi de sensibiliser au maximum et donner de l'espoir aux autres malades. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'est une maladie mentale chronique, mais on peut mener une vie normale tranquille malgré le trouble. Il faut juste accepter la maladie et vivre avec. Et le fait d'avoir un diagnostic et un traitement à vie, c'est pas la fin du monde. Comme le diabète, c'est une maladie chronique, on doit prendre le traitement à vie. Donc, le trouble bipolaire, c'est une maladie chronique, donc on doit prendre le traitement à vie avec une bonne hygiène de vie, bien sûr, et l'acceptation de la maladie, la psychothérapie, et vraiment, c'est ça. Oui. Alors, si on en parle ce soir, c'est aussi pour faire connaître cette maladie, certes, mais aussi pour casser le tabou, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous vous sentez stigmatisé? Personnellement, non, parce que j'en parle sans avoir honte de ma bipolarité. Donc, parce que j'ai déclaré au milieu de travail que je suis bipolaire. Et mes collègues, il a fallu du temps quand même, hein. Il a fallu du temps pour arriver à cela. Non, c'était après même pas une année, donc, parce que je me suis retrouvée en phase dépressive. Et j'étais obligée de parler à ma collègue de travail que je suis bipolaire. Après, mes chefs et mes responsables et mes collègues de travail, ils étaient hyper compréhensifs. Donc, et le fait d'avoir un travail stable, ça m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Le travail fait partie de ma thérapie et j'aime beaucoup mon travail. Vraiment, je suis très compétente dans mon travail. Et mes collègues et mes chefs, ils sont très fiers de moi. Donc, voilà. Oui. Alors, souffrir d'un trouble psychiatrique, professeur Nedjari, a longtemps été, vous allez me dire que même aujourd'hui, c'est un peu le même constat malheureusement, longtemps été un tabou, longtemps perçu comme une maladie honteuse, hein, ce que vous disiez à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive quand même à en parler? Est-ce que les gens consultent? J'ai envie de vous dire oui, mais la réalité est un peu différente. C'est un peu mieux qu'avant, certes, mais ce n'est pas encore, si vous voulez... ça reste un tabou. Ça reste un tabou. Déjà, souffrir, c'est difficile à porter, mais en plus, si on doit souffrir de quelque chose qui est considéré comme un tabou, c'est une double peine, si je peux me permettre l'expression. D'où le rôle, d'ailleurs, que vous jouez en tant que journaliste, enfin, des médias, pour essayer un peu d'aller dans le sens de la vulgarisation un peu de ce genre de problèmes de santé mentale, parce que les problèmes psychiatriques souffrent de ça, souffrent d'une, disons, comment dirais-je, ils sont un peu absents des médias par rapport à d'autres, c'est pas la faute des médias forcément, mais c'est aussi la faute et des malades et des professionnels de la santé mentale. Et donc, effectivement, il y a un tabou autour, et tous les enjeux, d'ailleurs les grands spécialistes, il y a des programmes au niveau de l'OMS, que ce soit pour ce type de maladie ou d'autres, tout ce qui concerne les atteintes psychiatriques, qui se basent un peu sur comment
travailler ou être dans une position anti-stigmatisante. Et en commençant déjà par le patient pour qu'il ne s'auto-stigmatise pas, pour qu'il considère qu'il a... Et ma voisine sur le plateau, je la remercie beaucoup parce qu'elle a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle se dit, pourquoi un diabétique trouverait normal de sortir dans la rue et dire je suis diabétique, et moi je trouverais bizarre. Elle est très courageuse en tout cas. Voilà, très bien. Oui. Et aussi les thérapeutes. Et aussi, nos responsables, enfin la société civile de manière générale doit aussi un peu accepter. Je pense qu'on est dans le bon sens. Il faut peut-être donner un coup d'accélérateur pour un peu avancer mieux. Voilà. Oui. Sabrina, justement, un des messages, j'ai envie de dire, clés peut-être de cette émission est de pousser les gens justement à en parler, mais aussi à consulter, à voir son médecin. On le verra tout à l'heure, en tout cas avec l'équipe qui est sur place, les psychiatres notamment, que souvent les malades arrivent à un stade tardif parce que les gens ne vont pas aller voir la bonne personne. On a finalement un poids culturel, on pense toujours à la sorcellerie, on va voir des charlatans, on pense plutôt à la ruqya, mais jamais à un psychiatre. Surtout parce que c'est une maladie honteuse, parce que en fait c'est directement relié à une folie, à une perte de raison. Mais aujourd'hui, je pense que, comme il a dit professeur, notre rôle en tant que thérapeute ou en tant que praticien, c'est de sensibiliser à la santé mentale. Parce que malheureusement, la santé mentale aujourd'hui, c'est comme si j'en ai une ou pas. Alors que chacun de nous autour de cette table, il a sa propre santé mentale comme celle physique. Mais nos croyances religieuses, culturelles, la honte, il y a beaucoup de croyances sociétales qui pèsent très lourd sur le patient, sur la famille. Et surtout, c'est comme un constat d'échec. Les gens ont l'impression que si j'ai une maladie mentale, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, et c'est ce qui alourdit. Donc aujourd'hui, moi, si j'ai vraiment un message à donner, c'est consulter avant que ce ne soit trop tard, parce que plus la prise en charge est précoce, plus la personne peut être stabilisée et... Absolument, oui. Voilà. Alors, justement, il faut en parler pour briser le tabou, pour consulter. Il faut en parler aussi parce que c'est une maladie, comme je disais en préambule, qui touche beaucoup plus de monde que nous le pensons. J'ai dit schématiser en disant 2%, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Effectivement. C'est vrai que c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée et c'est-à-dire que c'est une pathologie où les gens arrivent peut-être tardivement, c'est ça ? Arrivent tardivement parce qu'il y a des formes atténuées, il y a des symptômes qu'on n'arrive pas à expliquer. On met du temps pour comprendre, c'est-à-dire dès qu'on arrive en consultation, c'est-à-dire que c'est quand il y a de gros troubles et qu'on n'arrive pas à gérer, que la famille est dépassée et du coup le dernier alternative c'est demander de l'aide chez le médecin. Quand on a fait le tour, justement, quand on fait le tour de tout, par rapport aux croyances de la alors qu'en principe, c'est aux médecins qu'on devrait penser en premier. Justement, pour peut-être mieux comprendre, je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à regarder un reportage qui revient sur la prise en charge de ce trouble bipolaire, une maladie qu'on dit fière de ses victimes, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a vraiment de grands noms de ce monde qui étaient bipolaires, comme Napoléon, ou le Churchill, ou encore Marilyn Monroe. Alors le sujet est signé Yanis Saïd Belkacem, regardez. Tristesse intense, perte d'intérêt, insomnie ou encore l'hypersomnie, autant de signes cliniques qui mènent au monde complexe de la bipolarité. Un trouble mental encore méconnu du grand public, mais qui touche de nombreuses personnes à travers le monde. Pour parler d'un trouble bipolaire, ça sous-entend bipolarité, ça veut dire qu'il y a deux pôles, d'accord, ce qu'on appelle le pôle de la dépression, ou bien le contraire, c'est le pôle de la manie, le pôle de la dépression, donc c'est l'affaissement de l'humeur, donc avec tout le tableau clinique qui peut accompagner donc une tristesse qui est pathologique, qui est morbide, avec un affaissement de l'humeur et surtout un ralentissement psychomoteur et tout ça. Et nous avons le pôle de manie, donc qui est l'exaltation de l'humeur, donc c'est des états d'excitation psychomotrice. Un trouble de l'humeur qui touche les grands comme les petits, les signes peuvent varier d'une personne à l'autre, cependant il y a des symptômes communs. Le diagnostic en général n'est pas posé dès la première consultation, ça nécessite un peu de temps pour comprendre qu'il s'agit réellement de bipolarité, parce que le premier tableau de clinique, ou bien la première consultation, souvent ça peut être donc une consultation pour un motif psychiatrique. Ça existe des troubles bipolaires chez l'enfant ou bien chez l'adolescent, et il y a aussi des formes tardives
Donc le trouble bipolaire chez le sujet, donc à partir de 40-45 ans, on peut avoir certains débuts de trouble bipolaire. Il existe notamment différentes causes de la bipolarité, telles que des prédispositions génétiques ou des traumatismes vécus. Donc le facteur génétique est incriminé et parmi les éléments qui peuvent nous orienter aussi vers le diagnostic lors de la première consultation. Il peut se manifester par soit des tableaux dépressifs sévères ou bien carrément des états, donc des troubles de comportement, des états d'excitation. Nous avons d'ailleurs rencontré un patient diagnostiqué bipolaire qui a rechuté depuis quelques semaines. Il y a un bloc de silex qu'on sautait à partir de ce bloc. Alors j'ai pris beaucoup d'élan et je me suis lancé pour bien m'accrocher. Je me suis balancé bien, alors j'avais des petits mains. Je suis glissé, je suis tombé sur ce même bloc, sur la nuque. Le patient n'a pas les idées claires et a du mal à distinguer sa maladie suite à un drame vécu dans l'enfance, nous explique le professeur. Il fait rapporter sa maladie à son enfance, mais en fait, les troubles ont commencé bien plus tard, lorsqu'il était adulte jeune. Et là, on voit bien qu'il présente des symptômes parce qu'il a une labilité de l'humeur. Vous voyez que quand il parle il évoque certains souvenirs, il pleure ou il est un petit peu en fonction de ce qu'il raconte. Son humeur est un peu en fonction de ce qu'il raconte. Et là, actuellement, il y a une irritabilité, il est en rechute maniaque où c'est pas la jovialité et l'euphorie qui est au premier plan, mais c'est plutôt les contrariétés, l'irritabilité. Cependant, la bipolarité peut être gérée à travers une prise en charge médicale adéquate et un suivi psychologique. Cette prise en charge inclut une combinaison de médicaments stabilisateurs de l'humeur, de thérapies individuelles ou de groupe et d'un soutien social. Alors on a vu un peu ce que c'est, j'ai envie de dire grossièrement, hein, la bipolarité, c'est-à-dire avec ses sommets et ses abysses. Alors pour vous, Myriam, vous n'avez été diagnostiquée qu'à l'âge de 20 ans, c'est ça ? Non, c'était à l'âge de 21 ans, ça a déclenché à l'âge de 21 ans. Mais avant, vous avez eu une vie tout à fait normale. Vous ne vous êtes jamais dit que vous avez un problème. Non, il n'y avait aucun symptôme, j'avais aucun symptôme. Mais ça a déclenché en dernière année de mes études, suite à un surmenage intellectuel et aussi un choc émotionnel. J'ai fait une grosse dépression, une dépression vraiment très, très sévère. Ça a duré 9 mois sans traitement. Et du jour au lendemain... Ça ressemble à quoi, une dépression bipolaire? Ça ressemble à quoi? C'est... La vie, c'est noir. Donc, on passe son temps à pleurer, par exemple? Pleurer, isolement social, démotivation. Envie de rien? Envie de rien, vraiment aucune envie. Des intentions suicidaires aussi, ou pas? Oui. Donc... c'est très dur à vivre, vraiment, la dépression dans le trouble bipolaire, c'est très très dur. Parce que ça... C'est une souffrance. Oui, une grande souffrance. Et ensuite, comment ça s'est passé? À quel moment vous vous êtes dit que ça n'allait pas? C'était du jour au lendemain, je me suis retrouvée en phase maniaque, mégalomaniaque. Donc, l'euphorie. Oui, l'euphorie, exaltation. Donc, c'était avec les symptômes, c'était une insomnie. Je dormais pas pendant plusieurs jours. Donc, même pas une seconde. C'était une insomnie, hyperactivité. Vraiment, c'était aussi. J'avais entamé plusieurs projets. Parmi les symptômes, c'était vraiment des accélérations des idées, parler trop, faire beaucoup de rencontres, dépenses d'argent, c'est beaucoup perte d'appétit. Donc je mangeais pas. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est vous finalement qui avez eu l'idée de consulter ou c'est plutôt votre famille? Non, c'est ma famille. Donc j'avais des comportements inappropriés. Donc c'était pas. Professeur Ndjari, on a vu alors dans le reportage une personne qui quand même d'un certain âge, qui venait d'être diagnostiquée. On voit aussi dans le cas de Myriam qu'elle ne se doutait de rien. Elle a eu la chance quand même d'avoir une famille qui a remarqué que ça n'allait pas. Est-ce qu'on peut vivre bipolaire sans s'en rendre compte?
je pense pas. Mais au début de la maladie, peut-être qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon l'anosognosie, c'est-à-dire l'incapacité à s'apercevoir qu'on est atteint d'un mal. Même pas la dépression. Que ça soit la dépression, on arrive à rationaliser tout ça, à donner un peu raison, entre guillemets, à ce qui nous arrive, d'accord, à expliquer. Vous savez, les êtres humains, ils adorent donner des sens. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les psychologues sont très efficaces, parce qu'ils arrivent à jouer avec ce sens, peut-être mieux que les psychiatres. Et donc, ils ne vont pas consulter de manière normale. Moi, j'ai l'habitude de choisir la métaphore, toujours avec mes malades, pour expliquer la bipolarité. Écoutez, nous sommes sur l'autoroute, c'est marqué ne pas, vous êtes obligé de rouler à 80 à l'heure. Quand on est en accès maniaque, on est à 200 à l'heure. Quand on est en dépression, on est à 10 à l'heure. Dans les deux cas, on risque d'avoir des accidents. Voilà un peu une métaphore pour expliquer un peu la bipolarité, pour que les gens comprennent un peu que finalement c'est une inadéquation par rapport à ce qui se passe autour de nous. La bipolarité, tu m'as dit du cerveau. Et si vous devez résumer un peu la fonction du cerveau, c'est de faire de nous des êtres adaptés à ce qui nous arrive pendant toute la journée. C'est ça. Alors dès que cette fonction est un peu défaillante, les maladies mentales, la bipolarité en particulier, vont se manifester par des symptômes qui font de nous des gens dysfonctionnels. Et donc c'est les autres qui vont s'apercevoir qu'on est dysfonctionnel. Et quand on est en dépression, par exemple, alors peut-être pour connaître un peu la différence entre une dépression d'un bipolaire et la dépression nerveuse, un épisode dépressif d'une autre maladie, est-ce qu'on peut reconnaître facilement, c'est-à-dire une personne quand même qui a une dépression, généralement au bout d'un moment, elle va se dire ça ne va pas. C'est pour ça que j'insiste sur cette question. Oui, allez-y. Alors, oui, c'est d'ailleurs... ma collègue ici va probablement être d'accord avec moi, c'est l'un des pièges, c'est-à-dire en tant que thérapeute, enfin en tant que soignant, dès qu'on reçoit quelqu'un de dépressif, la première question qu'on se pose, est-ce que cette dépression ne serait pas bipolaire? Alors bon, les auteurs... Ça c'est les bons médecins. Hein? Ça c'est les bons médecins. Oui, j'espère l'être. Non, je veux dire, ceux qui posent cette question. Oui, alors il y a des critères. Donc, il y a des critères qui peuvent nous aider à dire, tiens, ça peut être, par exemple, si une femme fait une dépression autour de sa grossesse, quand elle accouche, après un avortement, cette dépression-là, elle pourrait éventuellement devenir une dépression bipolaire. Donc on la surveille particulièrement. Si dans les antécédents de cette personne dépressive, elle a dans sa famille des gens qui sont trop bipolaires, à surveiller. Voilà. S'il y a des comorbidités, parce qu'on en parlait hors antenne, c'est que cette maladie bipolaire a la particularité de ne pas être une maladie pure. Oui. Il y a c'est-à-dire des maladies associées à d'autres pathologies psychiatriques, et plus la liste s'allonge, il peut se dire, s'il y a 2 ou 3 comorbidités, c'est peut-être la bipolarité. Donc voilà. Donc si vous voulez, les psychiatres... C'est simple finalement, parce que quand on parle encore une fois de cette maladie, on parle d'errance diagnostique, on a l'impression quand même que le diagnostic est difficile à poser. C'est simple finalement de reconnaître une dépression, les symptômes d'une bipolarité. C'est pas toujours simple en fait. Ça dépend. C'est-à-dire que on parle d'errance diagnostique plutôt parce que les symptômes sont hétérogènes. C'est-à-dire que pour les formes typiques c'est simple, mais pour les formes atypiques, oui, il y a des pathologies somatiques qui peuvent donner une expression de bipolarité effectivement. Donc il faut éliminer d'abord tout ce qui est pathologie endocrinienne, par exemple si on a une pathologie thyroïdienne, donc si on a il y a une prise de drogue associée, donc il y a des drogues qui donnent comme ça des symptômes d'euphorie qui s'apparentent à la bipolarité. Donc on met un peu du temps pour poser un diagnostic clair qui reste clinique, c'est-à-dire que pour dire qu'on est bipolaire, c'est-à-dire que ça se base sur la clinique essentiellement. Oui. Alors on a tendance aujourd'hui à utiliser un peu le terme de bipolarité comme un terme générique qu'on pose un peu partout quand on discute avec son ami ou tu es bipolaire parce que tu es d'humeur changeante, mais finalement on voit clairement que c'est une maladie authentique qu'il faut diagnostiquer. Mais quelle est la limite finalement, j'ai envie de savoir, entre la normalité et la pathologie? L'OMS, elle dit que la santé mentale, c'est un continuum. Mais c'est-à-dire c'est en fait, on va vaciller tout au long de notre vie entre des états où on peut avoir des petits coups de mou, mais après on reste fonctionnel, on avance, on a ses projets et tout. Mais je pense que là, quand on est
où la personne devient vraiment non fonctionnelle. C'est-à-dire, par exemple, pour une dépression, il faut minimum 15 jours où on a des symptômes, perte donc, de goût à la vie, tristesse profonde, ralentissement psychique pendant 15 jours. Mais ce qu'on utilise en langage commun, c'est ah oui, tu es bipolaire parce que le matin tu rigolais et maintenant c'est vraiment, c'est-à-dire, je pense que c'est important aussi de faire beaucoup de psychoéducation pour expliquer que le fait d'utiliser ce genre de termes est stigmatisant et il peut peut-être que la personne, vous et moi, on discute de ça autour d'un café, mais peut-être qu'on est en présence d'une personne avec des difficultés psychiques. On part pas jusqu'à la pathologie, mais juste parce que quand on juge l'autre, quand on a des comportements comme ça de dénigrement, ce qui se passe, c'est que ça dissuade l'autre d'aller se livrer. Il va se dire oui, mais demain mes amis ils vont me juger, ils vont pas vouloir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue finalement que c'est une maladie quand même qui projette ses victimes encore une fois dans une très grande souffrance. Hein. C'est une souffrance énorme. Il y a maintenant, excusez-moi, des outils diagnostiques avec beaucoup de rigueur qui permettent de faire des diagnostics. Hein. Oui. Bon, je donne un exemple. Un joueur de football qui marque un but à la 90e minute du final de Coupe du Monde et qui fait son show, il commence. C'est un aximaniaque ou pas? Oui. Ben non, parce que un quart d'heure après, voilà, c'est une euphorie qui s'explique, qui va tout de suite s'estomper parce que l'arbitre va l'appeler, va dire on continue à jouer. Voilà. Donc vous voyez, il y a l'intensité, mais c'est une intensité qui ne va pas durer. C'est pour ça que pour parler d'axémaniaque ou de dépression, l'intensité des symptômes, mais aussi la durée. La durée. Et la durée, elle est intimement liée à quelque chose qui s'appelle la fonctionnalité. On parle de quelques mois pour la dépression et quelques semaines. Non, 15 jours. Elle a bien expliqué. 15 jours. Et pour la manie, 4 jours à une semaine, c'est suffisant. Pour le cas, par exemple, pour le cas, par exemple, de Myriam, elle a parlé de 9 mois de dépression. Oui, ah non, 15 jours pour parler de dépression. Voilà. Maintenant, combien elle va durer? Je parle de la durée, de la phase. Oui. Alors, ça peut aller à 6 mois, ça peut aller au-delà. C'est-à-dire en termes de mois. On parle en termes de mois, alors que l'euphorie, c'est en termes de semaines, c'est ça? Ah non, on peut aussi avoir des axémaniaques qui durent des mois aussi. Hein. On a eu à gérer. Des phases hypomaniaques aussi. Oui. Voilà, en plus il y a cette clause, un état qui n'est pas maniaque mais qui est hypomaniaque, c'est un problème d'intensité, qui est un état que ne voient pas beaucoup les thérapeutes parce que les gens ne se considèrent pas malades et même les parents autour ne voient pas encore, vont dire tiens, non ça va, ça va, bon, il gère, il n'y a pas de souci. Il est souvent rapporté de manière rétrospective. C'est-à-dire et je me rappelle d'une dernière malade que j'ai vue il y a 2 semaines, c'est le mari qui m'a rapporté qu'elle a fait des hypomanies. Parce que j'ai cherché autour d'une dépression, est-ce qu'elle a fait des antécédents maniaques? Pas, mais après le mari m'a dit attendez. Il y a à tel moment, et puis elle s'est rappelée ce que vient de dire notre ami en termes d'hypomanie. Mais sinon, pour la manie classique et la dépression bipolaire classique, il y a maintenant des outils qui permettent, qui aident beaucoup les thérapeutes à faire rapidement un diagnostic et d'éviter de dire à son voisin de bureau, voilà. On arrive peut-être pour expliquer aux gens qui nous regardent aux facteurs de risque, qu'est-ce qui nous prédispose finalement à être bipolaire. Alors vous m'avez raconté que vous aviez déjà un terrain génétique. Voilà. Oui, c'était mon oncle et mon grand-père maternel. Qui ont consulté ou pas? Non. Qui n'ont jamais consulté. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs. Oui, alors premier facteur, c'est la génétique. La génétique. C'est la vulnérabilité, c'est ça. Le facteur génétique, il est très présent dans la bipolarité. On parle c'est pas un gène, on n'a pas un gène simple identifié, c'est plutôt complexe. On parle de polygénétique, c'est-à-dire il y a plusieurs gènes qui sont incriminés dans la bipolarité. Et on parle aussi d'épigénétique, ça veut dire que le rôle de l'environnement, il est très très important. C'est-à-dire il faut qu'il y ait les facteurs de l'environnement qui favorisent ou qui amènent à une mutation génétique, si vous voulez, pour qu'il y ait expression de la maladie. Oui. Alors, on disait à l'instant, on parlait justement de cette phase d'euphorie. Tout est désinhibé, vous disiez tout à l'heure, un professeur. Est-ce qu'on peut en mourir finalement quand on n'est pas diagnostiqué? D'épuisement? Oui. Il y a des risques. Les risques, ils sont très importants, c'est-à-dire il y a beaucoup de risques. Donc, on peut mourir par
parce que le risque suicidaire, il est important chez les bipolaires. Il est multiplié par 15 par rapport à la population générale, donc c'est un risque important de suicide. Et il y a des aspects médico-légaux. Il y a des risques aussi médico-légaux, parce que quand il y a la violence, quand il y a des passages à l'acte, donc ça engage un peu la responsabilité de la personne. Il y a des risques aussi d'ordre sexuel, c'est-à-dire des violences sexuelles aussi. Il y a des risques financiers. Tout est dans l'excès, en fait. L'excès, Voilà. parce que l'excès engendre des dommages. C'est-à-dire que quand la personne dépense beaucoup d'argent, donc ça risque d'avoir des problèmes financiers. Donc il y a aussi des risques d'ordre socio-professionnel. Donc il y a beaucoup de problèmes conjugaux, familiaux. Donc le taux de divorce augmente. Donc on a aussi des conflits, des pertes d'emploi. Donc beaucoup de risques et de conséquences de la maladie. Oui, d'où l'importance justement de consulter. Dans la dépression aussi. En charge, Bien oui. sûr. Ces risques existent aussi dans la dépression, dans la phase down, si vous voulez. Oui, down. Notamment le risque suicidaire. Absolument. On arrive à l'annonce justement. Alors on a parlé justement de l'importance de consulter. L'annonce pour vous, ça a été un moment de délivrance ou au contraire, ça a été un moment quand même de choc? C'était un choc, oui. Vraiment, c'était... Ça s'est passé comment? Racontez-nous. J'étais en dernière année de mes études à l'école paramédicale. Et pour passer l'examen final, j'étais en phase maniaque, mégalomaniaque. Donc, la directrice m'a exigé de ramener un certificat de chez mon psychiatre pour passer l'examen final. Et j'étais obligée de consulter, de reconsulter, parce que j'ai consulté avant. Après, j'étais dans le déni totalement, donc je n'ai pas pris les médicaments. Vous étiez comment à ce moment-là Racontez-nous un peu comment vous étiez, comment ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté vraiment, le premier signe, c'était le sommeil. Donc c'était une insomnie. C'est ça. Pendant plus On n'arrive pas à d'une dormir. semaine, même pas une seconde. Oui, c'était épuisant, vraiment. Vraiment, accélération des idées. Je faisais beaucoup de rencontres, même pour le mémoire. On se sent invincible à cette phase. On se sent invincible, on se sent le maître du monde en quelque sorte. Oui, c'est le sentiment de toute puissance. Oui, c'est des idées de grandeur. D'ailleurs, même dans une de mes phases maniaques, je voulais avoir le prix Nobel. C'était une bouffée délirante complètement. Oui. 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 Alors, quand on vous a dit que vous étiez bipolaire, ça s'est passé comment? Vous vous êtes senti comment? Vraiment, parce que je connais pas le trouble bipolaire, mais j'ai commencé à faire des recherches sur le trouble bipolaire. Et comme c'est une maladie mentale, donc dans notre société, c'est une maladie honteuse, donc j'ai pas accepté. Pas que dans notre société. Oui, bien sûr. C'était autostigmatisation de ma part et stigmatisation de la société aussi. Et votre entourage proche? C'était beaucoup plus ma famille qui m'ont beaucoup soutenue. Donc, sans le soutien familial, je ne pourrais pas m'en sortir, vraiment. Vous étiez restée dans le déni quand même longtemps. Longtemps, pendant 8 ans. Oui. Alors, Sabrina, l'annonce, finalement, comment faire accepter à une personne bipolaire si elle ne l'accepte pas, si elle est dans le déni? Alors déjà, il faut savoir que quand on annonce quelque chose, une maladie mentale, il y a un deuil à faire. Et dans les étapes du deuil, il y a le déni. L'idée, c'est que le médecin ou le thérapeute, il doit être assez patient pour pouvoir baliser un peu ce qui se passe autour, peut-être faire de l'accompagnement par rapport à la famille et prendre le temps, parce que chacun va gérer les phases du deuil à sa façon. Il y en a qui peut passer 2 heures dans son déni, il y en a qui peut passer de 3 semaines, 1 année. Donc l'idée, c'est d'être conscient que le patient va passer par la période de deuil pour accepter de faire le deuil de l'ancienne version de lui sans la maladie, parce que ça fait 2 minutes, il ne savait pas.
Donc l'acceptation, c'est tout un processus. Et c'est pour ça que quand le malade et le patient est stabilisé, c'est très important d'introduire une psychothérapie et un accompagnement. Mais concrètement, comment apporter ce nouveau regard justement sur soi? Alors, on dit qu'il faut faire le deuil. Comment le faire justement? Tout ça, alors déjà quand il y a la stabilisation, et je pense que les médecins ils peuvent l'attester, parce qu'on peut pas, en fait, il est impossible d'installer un travail de cognition, de psychothérapie, d'accompagnement s'il n'y a pas de stabilisation, parce qu'on a une problématique neurologique, c'est-à-dire c'est au niveau du cerveau. Donc une fois que la personne est stabilisée, il y a plein de méthodes. On peut commencer juste par une thérapie de soutien, parce que la personne, elle doit se raconter, elle doit déposer des choses, et de se savoir déjà entendu, soutenu, et le fait d'élaborer un discours, et on peut faire même un travail avec l'élaboration à travers un tiers, raconter des histoires. Et c'est un cheminement. Je vous pose cette question, Sabrina, si vous permettez, parce que pour vous, la personne qui a fait son diagnostic ne lui a pas vraiment expliqué ce que c'est que sa pathologie. On vous a pas expliqué. C'est un neuropsychiatre. C'est ça, parce qu'on ne vous a pas expliqué qu'aujourd'hui il existe des traitements. Oui. Mais après, je faisais de la psychothérapie avec mon psychologue clinicienne. C'est Madame Bouteljanassima, vraiment, elle m'a beaucoup soutenue et elle faisait même de la psychoéducation pour ma famille. Donc, c'était important. Mais le fait d'avoir une maladie mentale, c'était dans ma tête, je n'ai pas accepté. J'étais dans le déni totalement. Mais un jour, en 2011... Peut-être que ce qui est un peu triste, j'ai envie de dire, ou ce qui est un peu compliqué dans votre cas, c'est quand même que vous êtes resté dans le déni pendant 8 ans. Être dans le déni les premiers temps, professeur, peut-être que vous serez d'accord avec moi, pendant quelques mois ou pendant une année, ça serait peut-être plus ou moins normal, parce que quand même c'est une maladie lourde. Mais 8 ans, c'est énorme quand même. Oui, plus la durée est longue, plus ça pose problème. Mais moi, ça fait presque 20 ans que je fais ça. Je suis versé dans tout ce qui est thérapie de réhabilitation et les deux populations qu'on prend plus en charge, c'est les patients souffrant de schizophrénie ou les patients souffrant de troubles bipolaires. Et on a remarqué que l'annonce qui passe par des explications biologiques était acceptée. Parce qu'au fait, on redonne un sens à cette maladie, comme un diabétologue expliquerait le diabète à quelqu'un en lui disant, voilà, ton pancréas ne fonctionne plus, il ne produit plus d'insuline, donc il faudrait aller la ramener de l'extérieur. Ben nous, on dit, voilà, ton cerveau n'arrive plus à faire tel ou tel type de tâche, il faudrait qu'on stabilise par le biais de médicaments. La deuxième chose aussi importante, c'est que l'annonce ne doit pas, si vous voulez, être isolée des projets thérapeutiques. C'est-à-dire, tu as ça, mais on ne t'abandonne pas. C'est ça qui a manqué, en fait. Voilà. C'est-à-dire, dans sa consultation. Voilà ce qu'on pourrait te proposer comme projet thérapeutique, avec l'idée que cette maladie ne doit en rien t'empêcher d'avoir une vie normale. Si tu as envie de te marier, tu as envie de continuer tes études, si tu as envie de, je ne sais pas moi, enfin, n'importe quel type de projet qu'il a envie de faire, il faudrait qu'on t'aide pour que maintenant que tu le réussisses ou pas. C'est pas nous. En tout cas, on fera de telle sorte à ce que tu ne vas pas le réussir à cause de la maladie. C'est-à-dire, on va diminuer au maximum l'impact de cette maladie sur la vie de tous les jours. Voilà, si vous voulez un peu comment l'annonce bien expliquer déjà qu'il s'agit d'un dérèglement. Absolument. Expliquer qu'il s'agit d'un dérèglement neurobiologique, comme vous disiez tout à l'heure, et que ça n'a rien à voir avec la personne, c'est-à-dire qu'elle soit faible ou forte, parce que c'est ça en fait. Elle disait tout à l'heure l'auto-stigmatisation, ce qu'elle disait tout à l'heure justement. On passe peut-être expliquer brièvement, parce qu'il faut qu'on passe au traitement, et là on est pris un peu par le temps. Expliquer peut-être aussi qu'il y a plusieurs formes de bipolarité. Il y a presque autant de bipolarité que de bipolaire. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes. On parle selon des classifications internationales. Donc on parle de troubles bipolaires type 1. On parle là où il y a prédominance d'épisodes maniaques. On parle de troubles bipolaires type 2, où il faut qu'il y ait un épisode hypomaniaque et un épisode dépressif. On parle de cyclotime, on parle de cycle rapide. Ça veut dire que c'est des personnes qui font plus de 4 épisodes pendant une année. Donc
on parle beaucoup d'états mixtes, où on peut avoir en même temps des symptômes maniaques et dépressifs simultanément. Donc il y a plusieurs formes de bipolarité, effectivement. Oui. Et c'est quoi les formes les plus graves finalement? C'est pas celles qu'on reconnaît, c'est celles qu'on ne reconnaît pas, hein, parce qu'elles sont difficiles à diagnostiquer, c'est ça? Elles sont déjà difficiles à diagnostiquer, mais le souci des troubles bipolaires, c'est les comorbidités. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas un trouble bipolaire isolé. Donc, chaque fois, il y a d'autres pathologies qui sont associées, qui compliquent un peu la prise en charge. Oui. Alors, La gravité est liée à l'intensité des symptômes, d'accord. quelle que soit la forme. Alors, quelles répercussions sur la vie sociale, professionnelle, quand on est bipolaire? Bon, pour moi, c'est une grande question. Oui, parce que personnellement, j'étais rejetée par des amis très proches à cause de mon trouble bipolaire. Et je comprends que le fait d'avoir une amie bipolaire qui cause beaucoup de problèmes. Donc, quel genre de problème? Je suis curieuse de savoir quel genre de problème on peut créer. Il faut leur poser à eux. Bien sûr. C'était vraiment stigmatisation. Beaucoup de stigmatisation. Vous vous sentir rejeté, c'est ça? Oui, rejeté, oui. Oui. Mais depuis que je suis stabilisée, depuis l'année 2011, j'ai gardé des amitiés qui durent plus de dizaines d'années. Et mes amis très proches, c'est des médecins et des pharmaciens. En même temps, vous avez fait vos preuves aussi. Hein. Vous êtes une personne compétente, vous êtes intégrée dans votre milieu de travail. Et tout ça, c'est grâce à mon psychologue, Madame Boutel-Janesima, qui m'a donné un conseil. C'était, Mariam, si tu veux mener une vie normale, tranquille, tu dois accepter ta maladie et vivre avec. Et ne jamais arrêter la médication avec une bonne hygiène de vie. Voilà. Et avoir des objectifs aussi, vous oui, disiez, bien sûr, c'est de tracer des objectifs. Et depuis, j'ai réalisé beaucoup d'objectifs dans ma vie. J'ai voyagé un peu partout, j'ai fait une formation en Belgique. J'ai déplacé à Dubaï. Vous faites du bénévolat aussi? Oui, exactement. Je suis devenue membre bénévole à l'association Positive Minders. C'est en France. Et je vais intervenir dans le prochain webinaire avec l'association en tant qu'experte de vécu. Donc, le 16 novembre, sur le trouble bipolaire. Oui, et votre objectif aussi serait de créer votre propre association, il faut le dire aussi. Bien sûr, oui. Oui. Alors, justement, il y a un point très important aussi, on va en parler, c'est justement cette stigmatisation, parce que c'est très important, disons-le. Stigmatisation dans le milieu professionnel aussi, Sabrina. Il faut secouer un peu les employeurs, peut-être, aujourd'hui. Tout à fait. Il faut savoir déjà, dans la gestion des ressources humaines, avant d'arriver à la pathologie mentale, la femme qui tombe enceinte... On finit par ne pas le déclarer, c'est ça. On a peur, parce que, en fait, dans la vie, on est activé par deux émotions. Il y a soit l'amour, soit la peur. Donc, par peur de perdre son travail, sa sécurité, on ne va pas dire les choses. Bien sûr qu'il faut secouer les employeurs, mais moi je dirais plus, c'est important que le patient soit conscient et prend sa responsabilité. On voit bien le cas de Mariam, c'est qu'elle a pris les rênes de sa vie. Bien sûr, elle s'est faite accompagner, aider, elle suit sa prescription médicamenteuse, elle a sa psychothérapie, mais en même temps, elle est actrice de son quotidien. Et c'est ça ce qui va, elle se désidentifie de la maladie, parce que moi, ce que je dis toujours, quel que soit le trouble duquel on souffre, on n'est pas le trouble. On est un être humain exceptionnel qui a... Voilà, je ne suis pas. Déjà dans le wording... On dit porter une maladie, c'est comme un fardeau en réalité duquel on peut se débarrasser. Voilà, en fait, le wording est très important, le pouvoir des mots. Donc c'est pas je souffre, ou là je suis en train de vivre avec une maladie, mais je ne suis pas la maladie. Bien sûr, et le fait de faire partie de moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc se désidentifier, c'est important, et surtout prendre la responsabilité de sa vie et ne pas se positionner en victime. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Et moi, je vous félicite. Vraiment, bravo. Merci. Oui. Alors, avant d'arriver peut-être des traitements, petit rappel, on craint quoi finalement dans la bipolarité lorsqu'elle n'est pas prise en charge? Qu'est-ce qu'on risque?
On craint les complications. On en a déjà parlé de tous les risques médico-légaux et sur le plan socio-professionnel. On parle d'un taux de mortalité 2 fois plus élevé que la population générale. Effectivement. Oui. Donc, le taux de suicidalité augmente et du coup, par conséquent, la mortalité aussi augmente. On a aussi toutes les complications des maladies qui peuvent être associées à la bipolarité. Comme quoi, donc, par exemple les maladies métaboliques essentiellement, donc cardiovasculaires, le diabète, le syndrome métabolique, donc toutes les complications. L'addiction, comme elle est très, très, très associée à la bipolarité, donc qui pose aussi problème. On parle de 50% d'obésité aussi chez les bipolaires. On parle également de maladies migraineuses. Elle est souvent... Oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes migraineuse aussi? Oui. Et même l'obésité, c'était le premier facteur pour arrêter mon traitement. D'accord. Oui. Et tout ça, tous ces éléments-là maintenant sont intégrés dans les approches globales de traitement. Tous ces éléments sont intégrés. Oui. Alors, on arrive justement à la prise en charge ou au traitement d'une manière générale. Alors, vous êtes stable, vous dites depuis tout à l'heure, vous êtes stable, vous êtes très fière en le disant depuis 2011. Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé? Voilà, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bon, je mène une vie normale, tranquille. Vraiment, j'ai un travail stable. Je suis indépendante. Alors, un traitement quotidien qu'on n'arrête pas, ininterrompu. Ah oui, bien sûr. C'est tout un ensemble. C'est prendre les médicaments à temps, faire de la psychothérapie, un bon suivi. C'est des régulateurs d'humeur, c'est ça, on les appelle comme ça? Un thymorégulateur. Aussi de la psychothérapie, la psychoéducation, les groupes de parole. Je participe au groupe de parole en ligne avec des associations en France et en Belgique aussi, avec le Funambule en Belgique. Et ça me fait beaucoup du bien. C'est très positif. Aussi, le travail associatif, ça m'apporte beaucoup et ça me fait du bien, le fait d'être utile, exactement. Parce que même à travers les groupes de parole, à chaque fois... je participe avec des étudiants, des psychologues dans leur travail de recherche et je me sens vraiment très utile. Oui. Professeur Ndjari, est-ce que le cas de Myriam, c'est-à-dire prendre des traitements, ça change complètement la vie d'un bipolaire ou c'est pas tout le temps, c'est pas toujours comme ça? Comme prendre de l'insuline tous les jours, ça change la vie d'un diabétique. Et prendre des antihypertenseurs, ça change la vie d'un hypertendu. Et tous les gens qui souffrent de maladies auto-immunes. On a dit au départ que c'est une maladie du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des anomalies fonctionnelles au niveau de certains neuromédiateurs qui atteignent le patient. Il faut aller réparer. Il y a, alhamdoulilah, des molécules. C'est l'une des maladies où il y a 4 ou 5 familles qui sont... Lesquelles? Il y a les sels de lithium, il y a les anticonvulsivants, si je dis une connerie, tu me corriges. Les antipsychotiques de première, de seconde génération. Voilà. Déjà, les régulateurs d'humeur. Les benzodiazépines. On a comme ça des ingrédients devant soi et les psychiatres vont essayer d'adapter le meilleur cocktail pour chaque patient en fonction de la prédominance de tel ou tel symptôme. Donc à la base, il faut prendre ces médicaments. Les médicaments, c'est eux qui vont permettre cette rémission. C'est une béquille. Une béquille. Exact. Dès qu'on arrive à cette rémission, la voie est libre pour tous les autres types de thérapies. Oui. C'est-à-dire on peut à ce moment-là faire un projet thérapeutique en fonction des besoins du patient et l'adresser. Je peux moi ne pas avoir la compétence nécessaire pour tel, donc j'adresse à la psychologue. Tiens, elle me rappelle, elle parle d'un problème de migraine, je l'adresse à mon ami neurologue. En tout cas, mais l'approche elle reste globale. Mais à la base, rester dans un traitement qui va un peu stabiliser cette humeur et prévenir les rechutes. C'est ma question justement. Alors l'objectif de la prise en charge médicamenteuse, est-ce que c'est de faire disparaître les symptômes ou plutôt les atténuer? C'est en fait finalement on est rémission totale ou pas? On vise la rémission totale. C'est-à-dire le but de traitement, il est. Et ça marche à hauteur de combien généralement? Ça dépend. Souvent. Ça dépend. C'est du cas par cas. Ça dépend des. Pour les accès aigus, ça marche à 100%. Oui. Pour ce qui est pendant les périodes de rémission,
c'est les comorbidités qui prennent le dessus, et ça il y a des hauts et des bas. Qui fait qu'il y ait des symptômes résiduels. D'accord. Voilà. Après, je disais que le but des médicaments est double, c'est-à-dire qu'on vise à guérir, c'est-à-dire stabiliser l'accès, donc il a un but curatif et surtout un but préventif pour éviter les rechutes. Donc voilà, c'est pour ça que les patients, généralement, ils nous disent « ça y est, je me sens bien, il faut que j'arrête le traitement, ça y est, je suis guérie ». Et là, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Et là, on dit non, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer que le traitement, il les protège pour qu'ils ne retombent pas malades. Justement, c'est un traitement qu'on prend à vie ou est-ce qu'il y a des fenêtres de rémission? Non, pas de fenêtre de rémission. Pas de fenêtre de rémission. C'est-à-dire qu'on prend, c'est un traitement chronique. Quand on dit chronique, donc c'est au long cours. Okay. Voilà. Alors, il y a aussi le traitement médicamenteux, il y a aussi ce rapport, on en parlait brièvement tout à l'heure, mais ce rapport très important, rapport de confiance entre le médecin ou le professionnel et le patient aussi. Vous parliez tout à l'heure de transfert positif, c'est un point à retenir. Et vous avez vu, elle a nommé 2 fois sa psychologue. Oui. Ça se voit qu'il y avait une alliance thérapeutique très puissante. Solide. Et de toute façon, quelle que soit la technique, on est aujourd'hui aux alentours de 400 à 500 sortes de psychothérapie. Mais ce qui va faire la puissance du travail, c'est l'alliance thérapeutique entre le praticien et le patient. Donc il faut savoir que ça, c'est une rencontre d'âme. À un moment, il faut vraiment déposer tout ça et construire la relation avant de passer aux outils. Et c'est pour ça que, dans l'annonce des diagnostics, dans l'accompagnement, il y a toute une dimension. On est avec la psyché humaine. Il y a 8 milliards d'êtres humains, il y a 8 milliards de tableaux cliniques, j'ai envie de dire. Donc, l'alliance thérapeutique, pour moi, c'est la base. Absolument. L'hygiène de vie, professeur, c'est très important aussi dans cette maladie. Vous me tendez la perche. Il y a plusieurs techniques, elle vient de le dire notre ami, mais il y a des incontournables. De la psychoéducation. Oui. La psychoéducation, c'est simple, c'est élever le niveau de connaissance du malade et de sa famille presque au même niveau des médecins. Ce qu'on appelle communément l'éducation thérapeutique. C'est le même mot. D'ailleurs, on commence petit à petit à enlever psychoéducation et on utilise l'éducation thérapeutique. Gérer son stress. Parce qu'on a remarqué que la population de malades atteints de troubles bipolaires était la population la plus sensible au stress par rapport aux autres populations de malades. Gérer son stress. Et maintenant, il y a des techniques. Les psychologues connaissent très bien ces techniques. Et troisièmement, quelque chose qui est à la portée de tout le monde, l'activité physique. Des études montrent que l'activité physique régulière était d'un apport plus que bénéfique sur le fonctionnement d'un cerveau, que quelqu'un soit malade ou pas malade, mais surtout quand il est atteint de pathologie. Il y a un point très important aussi, la régularité peut-être des routines, quand on parle du sommeil par exemple. Voilà. C'est très important. Exact. Très bien. Avoir un rythme de sommeil régulier, c'est une pierre très angulaire dans la prise en charge. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la fête de temps en temps. Ah non, il faudrait aussi ne pas sortir du fait que la vie doit être la plus normale possible. Effectivement, mais garder c'est-à-dire un rythme régulier le plus... Voilà. Et pourquoi? Parce que généralement, on parle d'un signal-symptôme, c'est-à-dire il y a des symptômes énonciateurs des rechutes. Et du coup, il faut que le patient et sa famille reconnaissent et arrivent à repérer ces symptômes. Et essentiellement, c'est le sommeil qui commence à se perturber. Donc, c'est le premier symptôme. Et du coup, il faut le repérer. Il faut, dès qu'on a ces symptômes-là qui commencent à apparaître, donc il faut consulter, il faut renforcer les consultations, il faut reprendre le travail avec le thérapeute. Je vais être un peu l'avocat du diable. Aujourd'hui, vous êtes stable. Est-ce que ça ne vous manque pas un peu, surtout la phase euphorique, j'ai envie de dire? Ça me manque. Oui. Qu'est-ce qui vous manque particulièrement? Bon, c'est pas très bien. Il ne faut pas qu'on vous encourage, mais... Non, ça me manque parce que... On se sent très performant, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Vous parlez aussi de groupes de parole, ça c'est très important, pour dire que peut-être aux gens qui se reconnaissent à travers votre récit, qu'il existe aujourd'hui, même si ça n'existe pas en Algérie malheureusement, que ça existe en ligne. En ligne, bien sûr, c'est depuis le Covid. Oui. Donc, à quel point cela vous a aidé justement? Beaucoup. Vraiment, ça fait beaucoup du bien et j'ai appris beaucoup de choses sur le trouble bipolaire,
J'ai suivi une formation en ligne sur le rétablissement santé mentale aussi. Je suis des webinaires en ligne sur la dépression, les troubles anxieux, la bipolarité. C'est important. Le fait aussi de voir qu'on n'est pas seul aussi. Oui, exactement. Le fait de partager avec des personnes qui te comprennent très bien, sans te juger, sans te stigmatiser, c'est important. Oui, c'est en effet très, très important. Professeur, aussi, il y a un autre point, peut-être parce que quand on disait tout à l'heure qu'il y a le risque suicidaire, rappelez peut-être aux gens qui nous regardent qu'un bipolaire n'est pas... Il peut être dangereux pour lui-même, mais il n'est pas un danger pour les autres. La dangerosité des malades souffrant de troubles psychiatriques n'a rien de plus que la dangerosité de personnes lambda. Si on fait un tour en prison, nous allons tout de suite nous apercevoir que la plupart des gens qui sont là-bas ne sont pas atteints de maladies psychiatriques alors qu'ils ont commis des crimes et des meurtres et des assassinats. Donc voilà, donc cette dangerosité, il faut vraiment la remettre dans son contexte, la relativiser, bien sûr ne pas faire le déni total, mais ne pas... Enfin, parce que c'est un canal de stigmatisation. C'est un canal de stigmatisation. On termine avec vous, Sabrina. Oui, on termine avec vous, Sabrina, peut-être en rappelant que finalement on peut être bipolaire et avoir une vie normale. Complètement. En fait, c'est ça le message. On a l'exemple aujourd'hui. Mais quel que ce soit la bipolarité ou tout trouble mental, on peut avoir une vie normale et une bonne santé mentale avec une bonne prise en charge. Donc l'idée, c'est d'aller consulter, de prendre sa responsabilité et d'entretenir la démarche. C'est ce qu'elle fait, Mariam, aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée à un plafond de verre où elle s'est dit c'est bon, je suis stabilisée. Elle continue à travailler sur elle et elle progresse. Et ça devient même une mission de vie. On voit bien qu'elle a les yeux qui brillent quand elle parle de ça. Donc consultez et prenez en charge votre santé mentale parce que c'est la seule que vous avez. Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, particulièrement, Mariam, de venir briser un grand tabou. Merci encore. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous revois samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. À très bientôt. Au revoir.